Chapitre 24 Londres, Cromwell Road, dimanche 18 octobre 2015, 16h45. Malo se jeta dans les escaliers qu'il dévala 4 à 4. Alors même qu'il dégringolait les degrés, il ne cessait intérieurement de se flageller. Imbécile qu'il était. En entrant dans l'appartement, obnubilé par la recherche de cette fichue clé, il n'avait même pas pris la précaution de fouiller toutes les pièces. Il n'était pas encore parvenu au palier suivant, qu'il percevait, provenant de l'étage en dessous, un concert de cris et d'exclamations. Son fuyard avait rencontré les agents de police. Il s'attendit à entendre un coup de feu ou un cri d'alarme, mais il n'en fut rien. Il comprit pourquoi en arrivant au rez-de-chaussée. 2 corps jonchaient le couloir de l'entrée. Mort ou simplement inconscient, Malo n'aurait su le dire. Une chose était sûre, il n'avait pas arrêté le fugitif, dont il devina la grande silhouette qui traversait déjà la rue, son long par-dessus s'enroulant autour de ses jambes. Derrière lui, il entendit la voix formidable d'Albert qui claironnait « Patron, attendez !» Attendre ? Hors de question. L'autre n'attendait pas, lui, et se débinait déjà à travers la rue, forçant le flot des voitures dont les propriétaires, qui avaient l'habitude de piétons plus disciplinés, klaxonnaient d'importance. Sautant par-dessus les 2 agents dans leur uniforme noir et leur veste pare-balles, qui ne les avaient pas protégés de celui qui les avait terrassés, il ouvrit la porte d'entrée d'un coup d'épaule, franchit le perron d'un bond, dévala les 3 marches et se retrouva sur le trottoir. L'assassin était déjà parvenu de l'autre côté de la rue et, sous les yeux médusés des passants, accélérait encore. Il était vraiment rapide. Malo n'hésita qu'une seconde avant de s'engouffrer entre 2 voitures, en diagonale, en direction de l'assassin qui, jetant un regard en arrière, allongea encore la foulée. Malo dut s'arrêter pour laisser passer un cab qui le gratifia d'un coup d'avertisseur sonore, parcourut 3 mètres, stoppa à nouveau, alors qu'une fourgonnette claironnante l'évitait de justesse, et, voyant son tueur passer la grande grille d'entrée du muséum d'histoire naturelle, s'élança sans prendre le temps de... Boum! Le choc l'envoya valser sur le capot de la voiture. Était-ce une Rolls ou une Jaguar? Il n'eut pas le loisir de le vérifier. Il trouva le réflexe de rouler sur lui-même et se retrouva au sol de l'autre côté. « Patron, ça va ?» La voix affolée d'Albert qui, sur le trottoir d'en face, s'inquiétait. Malo n'avait pas le temps de lui faire signe pour le rassurer. Le conducteur ouvrit la portière pour brailler dans la langue de Shakespeare des termes embrouillés qui ne devaient pas relever de la grande littérature. En d'autres circonstances, il en aurait peut-être pris ombrage, mais pas maintenant. Malo traversa en 3 foulées, passa à son tour la grille, pour se retrouver devant un large escalier menant à l'entrée du muséum, lequel s'ouvrait entre 2 tours carrées de briques fauves, au toit pointu, sous un porche digne d'une église romane. Une queue s'étirait depuis sa gauche et serpentait en direction des 2 portes qui, par rapport à la taille du bâtiment, paraissaient ridiculement petites. Son regard balaya les marches à droite et à gauche. L'homme n'était nulle part visible. Malo pesta. Il n'avait pas pu disparaître. Pas un type de cette taille, ni de cette corpulence. Ses yeux s'attardèrent sur la file de personnes qui avançaient lentement vers l'entrée du muséum. Le fuyard s'y trouvait sûrement. Il n'avait pas pu disparaître sans laisser de traces. Disparaître ou changer d'apparence. Il revint en esprit au musée Grévin, où le sosie de Romy Schneider lui avait faussé compagnie, ni vu ni connu, devant les flics venus l'arrêter. Comment était-ce possible? S'était-il demandé à cet instant-là. Depuis, avec tout ce qu'il avait appris, la chose lui semblait de moins en moins improbable. Un de plus. La file avançait lentement, mais déjà trop vite à son goût. Si l'autre parvenait à entrer, c'en était fait. Il scrutait, cherchait la haute silhouette en par-dessus sombre, mais ne la trouvait nulle part. Ici, cet homme, derrière, une petite fille en ciré jaune et chaussettes blanches. Non, ce n'était pas lui. Même manteau, mais pas de capuche, et un visage, un regard qui n'était pas celui de son coupable. Il passait en revue chaque visage, chaque silhouette pour la comparer à l'autre, mais en vain. Il en aurait hurlé de rage.
Il devait pourtant être là, il ne pouvait pas s'être volatilisé. Une présence derrière son dos, pas hostile, mais encombrante, un souffle fort. « Vous courez vite, patron !»« Pas assez, » répondit Malo, qui achevait de dévisager les gens présents en repartant vers l'avant de la file. Une femme en hyper beige fixée. Il lui rendit son regard. Non, ce n'était pas elle non plus. Un mouvement un peu brusque, une altercation discrète vers le milieu de la queue. Malo faillit foncer en apercevant un homme dans un long duffel-coat qui semblait en grande discussion avec un plus jeune en blouson de cuir noir. Non, ce n'était pas lui. Une maman, juste derrière les deux, tenait prudemment en retrait une petite fille en ciré jaune avec des chaussettes blanches. Encore une. Il s'arrêta. Une petite fille en ciré jaune avec des chaussettes blanches, une petite fille qui ressemblait trait pour trait à celle qui se trouvait à l'avant de la queue, celle qui s'apprêtait à passer les contrôles. Il la chercha plus loin, encore plus loin, pour enfin la découvrir qui le fixait de son regard hypnotique. Pas celui d'une enfant, non. Un regard froid et patient, comme celui d'un reptile. « Elle !»« Quoi ?» s'exclama Albert dans son dos à l'instant même où la petite fille, se détournant de lui, paraissait se voiler, devenir brumeuse jusqu'à se transformer en une haute silhouette nébuleuse, en s'engouffrant à l'intérieur. Malo, ignorant la file, s'élança à son tour, grimpa les marches à la volée, parvint devant la porte, et, la prenant par surprise, entra au nez de la guichetière qui en vociféra de plus belle. Il passa l'arc de gauche et se retrouva dans le grand hall. Là, il s'arrêta. Il l'avait vue en photo, bien sûr, sur tant de magazines et dans un ou deux reportages, mais c'était une chose de voir une image sur son écran, une autre de se trouver devant l'objet même de ses rêves d'enfant. Car dans l'immense salle qui s'ouvrait devant lui, aux dimensions d'un hall de gare, tout de briques dont certaines moulurées montraient des frises végétales dans lesquelles grimpaient parfois de petits personnages simiesques, se dressait le titan de son enfance, celui qu'il avait rêvé de voir depuis cette époque lointaine où il regardait sur la terre des dinosaures à la télévision ou les aventures de Nigel Marven ou plus tard King Kong de Peter Jackson. Le Diplodocus Carnegie. Il était là, au beau milieu de la pièce, dominant toute sa taille. Sa queue s'étirait loin, loin là-bas, jusqu'aux larges escaliers qui conduisaient à l'étage sous la grande verrière aux entretoises de métal par laquelle l'inondait la clarté du jour qui conférait à ses eaux polies une vie factice. Il pensait être devenu un adulte, avoir laissé le gamin qu'il était loin derrière lui. Il se trompait. L'émotion qui lui serrait la gorge en était la preuve. Un émerveillement mêlé d'un peu de crainte à l'idée stupide que ce gigantesque squelette, sur ses 4 pattes d'os aussi longues et épaisses que des troncs d'arbres, se mette à bouger et... Était-ce un mouvement qu'il venait de surprendre dans la grande ossature? Un début d'oscillation dans le long cou flexible? Il frémit. Non, c'était impossible. C'était... Dans un sursaut de pure terreur, il entendit un bruit de câble métallique en train de céder. Il vit, comme du fond d'un cauchemar, le crâne pâle se pencher vers lui au bout du cou interminable. Les orbites vides se braquaient sur lui pour le couver de leurs regards morts, leur néant qui l'appelait, qui semblait lui dire « Viens, viens, petit homme, rejoins-moi, oublie le vide, la solitude et la souffrance. Viens. » Oh oui, il était seul, si seul, trop seul depuis bien longtemps, sans personne pour partager le poids du quotidien, lui apporter le réconfort d'une voix, d'une présence, d'une amitié, d'un sourire. Et cette tête dont les mâchoires s'ouvraient, les énormes dents en râtelier se tendant comme un peigne à serrer, presque sur lui, il demeurait là sans bouger, tétanisé, impuissant. Il sentit les mâchoires se refermer sur son épaule, la douleur insoutenable se répandre en lui alors que quelque chose s'introduisait dans l'ouverture de son blouson, cherchait « Patron !» Le cri le tira de son hébétude, une ombre passa au-dessus de lui et se jeta sur la tête du dinosaure pour la plaquer au sol. Tandis qu'elle gesticulait, Malo, qui la fixait encore hébété, la vit se transformer, d'os, se faire chair, se faire tissu, se faire une grande silhouette en manteau sombre qui se débattait dans l'étreinte d'Albert. Albert qui, en rugbyman accompli, venait d'effectuer un plaquage dans les règles de l'art. « Bouge plus, toi !»
Pour tout humain normalement constitué, recevoir 114 kilos d'Albert sur le rable aurait stoppé net toute velléité de fuite, mais leur assassin était dans notre bois. Devant un Malo sidéré, il parvint à desserrer l'étreinte du colossal Cantalou, à se redresser et à le repousser malgré ses efforts pour le rattraper. Et finalement, le projeter en arrière avec une telle force qu'Albert s'envola pour aller atterrir quelques mètres plus loin. Malo, qui aurait cru la chose impossible sans l'aide d'un engin de chantier, fixa sur son coupable un regard abasourdi et, une fois encore, cligna des yeux pour tenter de découvrir son identité. Car même de face, il ne parvenait pas à saisir ses traits, comme s'il n'arrivait pas à faire le point. Le visage de l'autre demeurait brouillé. Il avait beau se martyriser le crâne à essayer de se focaliser sur son agresseur, tout devenait net, tout sauf ce visage. Il ne distinguait que les yeux qui, perçants, impitoyables, le décortiquaient avec un intérêt froid et intense. « Toi, tu vas !» Albert, qui aurait donné des leçons de résistance et de pugnacité à un taureau de salaire, revenait à la charge. L'autre craignait-il la confrontation ? Malo en doutait vu la façon dont il l'avait expédié. Pourtant, il tourna les talons et détala. Malo, conscient que si le meurtrier parvenait à sortir de la salle, par quelque passage que ce soit, il le perdrait irrémédiablement et que, vu la force herculéenne du bonhomme, il n'avait aucune chance de le stopper, tira son arme de sa poche, écarta les jambes et visa le dos du fuyard en hurlant. « Plus un pas ou je tire !» Autour de lui, il y eut un concert d'exclamations et de cris. Qu'il n'ait pas entendu ou s'en fiche comme d'une guigne, l'assassin arrivait au premier palier, tournait à droite et poursuivait son ascension vers un des couloirs latéraux. Il fallait se décider, tirer ou le laisser filer. Son doigt se crispa sur la détente. « Armed police, drop your weapon !» Il se figea. Ce genre de paroles, l'intonation sur laquelle on les avait criées, il les connaissait. C'était celle de tous les flics du monde, de Paris à Pékin en passant par Londres et New York. Il savait ce que ça signifiait. Au moins un canon de revolver, si ce n'était plusieurs, était braqué sur son dos. « Drop your weapon !» La rage au ventre, alors que là-haut, son assassin, qui s'était arrêté juste au sommet des escaliers, lui lança un dernier regard, il desserra sa prise sur la crosse, laissant le cig pendre dans sa main, puis se baissa et lentement le déposa au sol. À peine l'arme touchait-elle les dalles qu'il sentait, comme il s'y attendait, un corps le percuter et le projeter à terre pour l'écraser sous son poids. On lui fit une clé douloureuse et on lui ramena les bras dans le dos. « Je suis flic, bon sang, vous m'entendez, je suis flic !» Le métal froid des menottes enserrait ses poignets. « I'm a cop, French cop !» À sa droite, il vit Albert, qui avait compris, lui aussi, que rien ne servait de résister, menotté à son tour par un policier en tenue pendant que deux autres le braquaient du canon de leurs armes, au cas où il aurait montré des velléités de fuite. Pendant qu'on leur dressait d'une bourrade et qu'on l'amenait, il fixa une fois encore le grand escalier. Deux policiers grimpaient les marches 4 à 4 sous le regard des badauds inquiets qui s'étaient prudemment écartés vers les murs de la salle. Mais Malo savait déjà qu'il ne le rattraperait pas. L'autre, quelle que soit la manière dont il s'y prenait, se serait fondu dans la foule et aurait disparu. Son homme était perdu, et avec lui, la carte et le morceau de l'homoncule qu'il avait pris dans le coffre. Il lui échappait encore, et cette fois, il avait tout raflé.